Bonjour à toutes et à tous, je suis René Pelletier. Bienvenue sur ma chaîne et un grand merci à toutes celles et ceux qui s'abonnent et regardent mes vidéos. Installez-vous confortablement, découvrons le sujet du jour. Comment réparer une fuite dans une gouttière? Conseils et astuces. Bricolage, peinture et décorat, c'est exactement ce que je vais vous montrer aujourd'hui, parce qu'une petite fuite qu'on laisse traîner finit presque toujours par coûter bien plus cher qu'on l'imagine. Une gouttière qui goutte, qui suinte au niveau d'un joint ou qui déborde par un point précis peut sembler être un détail, mais derrière, il peut y avoir des traces d'humidité sur la façade, du bois qui se dégrade, des éclaboussures au pied du mur, des infiltrations autour de la toiture et même, à la longue, des réparations beaucoup plus lourdes. Le plus intéressant, c'est que dans beaucoup de cas, la réparation est tout à fait faisable soi-même si on comprend d'où vient réellement la fuite, si on utilise la bonne méthode et surtout si on évite les erreurs les plus courantes. Et jusqu'à la fin, je vais aller bien au-delà du simple colmatage rapide, parce que je vais aussi expliquer comment savoir si la fuite est réelle, si elle vient d'un joint, d'une fissure, d'un trou, d'un mauvais alignement ou d'un débordement qui donne seulement l'impression d'une fuite, ce qui change complètement la façon d'intervenir. La première chose que je fais toujours, c'est distinguer une fuite d'un débordement. C'est essentiel, parce qu'on pense souvent qu'une gouttière est percée, alors qu'en réalité, elle est simplement bouchée, mal inclinée ou mal fixée. Si l'eau sort par-dessus lors d'une pluie forte, le problème n'est pas forcément un trou dans la gouttière. Il peut s'agir de feuilles accumulées, de mousse, de boue tassée, d'une naissance de descente obstruée, d'un coup de bouchée ou d'une pente insuffisante qui empêche l'eau de s'écouler normalement. En revanche, si l'eau apparaît à un endroit précis sous la gouttière, au niveau d'une jonction, d'une fissure ou d'un fond qui présente une corrosion ou une cassure, là on est bien dans une fuite. Cette différence est capitale parce que colmater une zone alors que le vrai problème vient d'un bouchon ne résoudra rien durablement. Avant toute réparation, je commence par observer la gouttière de loin, puis de près. De loin, je regarde si la ligne est droite, si une section semble affaissée, si certains crochets tirent vers le bas, si la gouttière est déformée ou si l'eau a laissé des traces sur la façade. Ces indices permettent déjà de comprendre si la structure travaille mal. De près, j'inspecte les joints, les raccords, les angles, les fonds de gouttière, la naissance de descente, les points de fixation et toutes les zones où l'eau stagne le plus souvent. Une fuite apparaît souvent à un endroit, mais sa cause se situe parfois un peu plus haut. Une eau qui stagne plusieurs jours dans une portion mal inclinée finit par fatiguer les joints ou attaquer le matériau. Si on ne corrige pas cette cause, même une bonne réparation peut lâcher plus vite. Je tiens aussi à rappeler un point de sécurité très important. Travailler sur une gouttière, c'est travailler en hauteur. Je m'assure toujours que l'échelle est stable, posée sur un sol ferme, idéalement maintenu, et je ne cherche jamais à atteindre trop loin sur le côté. Je préfère descendre et déplacer l'échelle plutôt que de me mettre en déséquilibre. S'il s'agit d'une maison haute, d'un accès compliqué ou d'une gouttière très abîmée, mieux vaut être prudent et ne pas improviser. Une réparation réussie ne vaut rien si elle se fait au prix d'un risque inutile. Une fois l'inspection faite, je nettoie systématiquement la gouttière avant de réparer. C'est une étape que beaucoup négligent alors qu'elle conditionne la qualité du résultat. Je retire les feuilles, les brindilles, la mousse et toute la boue qui s'est déposée au fond. Ensuite, je vérifie que l'eau circule jusqu'à la descente. Si besoin, je rince à l'eau pour repérer précisément le trajet de l'écoulement et voir où elle s'échappe. Réparer sur une surface sale, humide, poussiéreuse ou couverte de dépôts, c'est la meilleure manière d'obtenir un collage médiocre ou un mastic qui se décolle trop vite. Le nettoyage me permet aussi de révéler des micro-fissures ou des points de corrosion qu'on ne voit pas tant que le fond est encrassé. Quand j'ai localisé la fuite, je prends le temps d'identifier le matériau de la gouttière, parce que la méthode n'est pas exactement la même selon qu'on est sur du PVC, du zinc, de l'acier galvanisé, de l'aluminium ou un autre métal. Sur une gouttière en PVC, les fuites viennent souvent des emboîtements, des joints fatigués, des fissures liées au vieillissement ou au choc, et parfois des déformations dues au chaud et au froid.
Sur une gouttière métallique, je surveille davantage la corrosion, les perçages, les soudures anciennes qui se fatiguent, les jonctions qui se descellent et les points de stagnation d'eau. Connaître le matériau permet de choisir un produit compatible et de savoir si une réparation souple, un collage, un patch ou un remplacement de section sera le plus pertinent. Si la fuite se situe au niveau d'un joint, je ne me contente jamais d'ajouter du produit par-dessus sans réfléchir. Je commence par vérifier si l'emboîtement est encore correct. Il arrive qu'une jonction se soit légèrement déplacée avec le temps, qu'un joint se soit pincé, qu'il soit usé, durci, craquelé ou simplement encrassé. Dans ce cas, la bonne solution consiste souvent à démonter la jonction si c'est possible, nettoyer soigneusement les portées, retirer les résidus anciens, vérifier l'état du joint et le remplacer si nécessaire. Si le système repose sur une étanchéité au mastic ou à la colle selon le type de gouttière, je retire ce qui n'adhère plus et je refais une étanchéité propre sur support sain. Beaucoup de réparations ratent parce qu'on accumule les couches sur un ancien produit qui se décolle déjà. Pour obtenir une réparation durable, la préparation de la surface est presque plus importante que le produit lui-même. Je sèche bien la zone, j'élimine les parties friables, je dégraisse si nécessaire et je m'assure que le support est compatible avec la solution choisie. Si je travaille sur du métal présentant de la rouille, je ne laisse pas cette rouille sous la réparation. Je brosse jusqu'à retrouver une base stable et si la corrosion est profonde au point d'avoir aminci la matière, je sais déjà qu'un simple mastic pourra dépanner, mais qu'il faudra peut-être envisager une reprise plus sérieuse ou un remplacement de section. Une réparation qui repose sur un métal trop affaibli peut tenir quelque temps puis céder au prochain hiver ou à la prochaine pluie intense. Dans le cas d'un petit trou ou d'une micro-fissure, notamment sur une zone localisée, je peux utiliser une solution de colmatage adaptée au matériau. Le principe, c'est de créer une étanchéité souple et adhérente, capable de supporter l'eau, les variations de température et les petites dilatations. Je n'applique jamais le produit n'importe comment. Je dépasse toujours largement la zone du défaut pour assurer un bon recouvrement. Si j'utilise une bande de réparation ou un renfort, je maroufle soigneusement pour éviter les bulles d'air, les manques d'adhérence et les bords mal plaqués. Si j'utilise un mastic d'étanchéité, je lisse proprement pour chasser les vides et assurer la continuité. L'objectif n'est pas de faire joli au premier coup d'œil, mais de faire étanche sur la durée. Cela dit, une application propre est généralement aussi un bon signe de qualité. Sur une fissure en PVC, je regarde toujours sa longueur et sa position. Une petite fissure accessible sur une portion encore saine peut être réparée correctement si le support n'est pas devenu cassant sur toute sa longueur. En revanche, si le PVC est vieilli, blanchi, fragile et qu'il casse dès qu'on le sollicite, il faut être lucide. Réparer un point précis ne suffira pas forcément. La fissure peut être le symptôme d'un matériau en fin de vie. Dans ce cas, je préfère remplacer la portion abîmée plutôt que de multiplier les rustines. C'est souvent plus propre, plus fiable et finalement plus économique que de revenir tous les 6 mois sur le même problème. Sur une gouttière en zinc ou en métal, j'accorde beaucoup d'attention à l'état général de la zone. Si la fuite vient d'un trou isolé et que le reste est sain, une réparation localisée peut être très efficace. Mais si je vois plusieurs points de corrosion, des zones aminciées, des perforations multiples ou un fond devenu granuleux et fragile, cela signifie que la corrosion travaille plus largement. Là encore, il faut penser à la durabilité. Colmater un trou n'empêchera pas un autre d'apparaître juste à côté si le matériau est déjà trop atteint. Mon approche consiste donc toujours à réparer intelligemment, pas seulement rapidement. Un autre cas extrêmement fréquent, c'est la fuite qui se produit à l'angle ou à la naissance de descente. Ce sont des zones sollicitées, où se concentrent les écoulements et où les débris s'accumulent facilement. Je les contrôle avec attention, parce que la pression de l'eau y est souvent plus forte lors de grosses pluies. Si la naissance est partiellement bouchée, l'eau remonte, stagne et la moindre faiblesse d'étanchéité se transforme en fuite visible. Réparer sans déboucher revient alors à préparer le retour du problème. Je vérifie donc toujours le passage complet de l'eau, y compris dans la descente.
Il arrive qu'un simple amas de feuilles compactées dans un coude suffise à provoquer un comportement anormal de toute l'installation. Je veux aussi insister sur la pente de la gouttière, parce que c'est un point souvent mal compris. Une gouttière n'est pas totalement horizontale. Elle doit guider l'eau vers la descente avec une pente légère mais réelle. Si la pente est insuffisante, l'eau stagne. Si elle est inversée localement, elle s'accumule à contresens. Et si un crochet s'est affaissé, on peut avoir une poche d'eau permanente. Cette stagnation fatigue les joints, favorise les salissures, accélère la corrosion sur le métal et augmente le risque de fuite. Quand je remarque ce défaut, je ne me contente pas de réparer l'étanchéité. Je corrige aussi le support si c'est possible en vérifiant l'alignement et la tenue des crochets. C'est souvent ce qui fait la différence entre une réparation temporaire et une vraie remise en état. Parfois, ce qu'on appelle fuite vient en réalité d'une gouttière qui déborde à cause d'une capacité insuffisante ou d'un entretien inexistant. Lors d'un gros orage, une gouttière pleine de débris ne peut plus jouer son rôle. L'eau passe par-dessus, ruisselle derrière, et on croit qu'un joint est défectueux. De la même manière, si les tuiles ou la couverture envoient l'eau trop loin, ou si la bavette n'est pas correctement positionnée, une partie du ruissellement peut passer derrière la gouttière. Dans ce cas, on ne doit pas traiter seulement la gouttière, mais aussi l'arrivée de l'eau depuis le toit. J'observe toujours le comportement global de l'ensemble toiture-gouttière parce qu'un défaut d'écoulement en amont peut imiter une fuite en aval. Quand je fais le test de contrôle après réparation, je n'attends pas forcément la prochaine pluie. Je verse progressivement de l'eau dans la gouttière pour observer l'écoulement et vérifier si la zone réparée reste parfaitement étanche. Ce test doit être fait sans brutalité, mais suffisamment longtemps pour reproduire un vrai passage d'eau. J'en profite pour surveiller la vitesse d'écoulement, l'apparition éventuelle de retenues d'eau, les zones qui se remplissent anormalement et la réaction des raccords voisins. Si la fuite a disparu, mais que l'eau stagne encore à cet endroit, je sais que le problème de fond n'est pas totalement réglé. Une bonne réparation ne consiste pas seulement à arrêter une goutte, elle consiste à rétablir un fonctionnement normal. Je vois souvent des réparations de fortune faites avec des produits inadaptés. Du ruban qui se décolle au soleil, une pâte appliquée sur une surface trempée, une couche énorme de mastic sur de la saleté ou un collage sur un support qui bouge. Le souci, c'est que ces solutions peuvent donner l'illusion d'un succès pendant quelques jours, puis lâcher brutalement au moment où la gouttière est le plus sollicitée. Je préfère une réparation simple mais correctement préparée à une solution spectaculaire mais fragile. L'ennemi principal de l'étanchéité, c'est l'à peu près. Chaque détail compte. Propreté, séchage, compatibilité des matériaux, recouvrement suffisant, respect du temps de prise, contrôle final. Si la fuite se situe sur un joint démontable, il est parfois plus judicieux de remplacer le joint ou l'élément de jonction que de surcharger en étanchéité. Cela permet de retrouver un assemblage propre, conçu pour travailler avec les mouvements naturels du matériau. Les gouttières, surtout en extérieur, subissent des écarts de température importants. Elles se dilatent et se contractent. Une réparation trop rigide, là où une certaine souplesse est nécessaire, peut finir par fissurer ou se décoller. C'est pour cela que je privilégie toujours une solution cohérente avec la manière dont la gouttière est conçue. Il faut aussi parler de la saison et des conditions météo. Réparer une gouttière en plein froid, sous la pluie ou sur un support humide complique énormément l'adhérence de beaucoup de produits. Idéalement, j'interviens par temps sec, avec une température compatible avec le produit utilisé, et je laisse le temps nécessaire au séchage ou à la polymérisation avant d'exposer la zone à un fort ruissellement. Vouloir aller trop vite est l'une des causes principales d'échec. Une heure gagnée pendant la réparation peut se transformer en intervention complète à recommencer la semaine suivante. Quand la section abîmée est trop détériorée, je n'hésite pas à la remplacer. C'est particulièrement vrai si la gouttière est fissurée sur une grande longueur, si plusieurs réparations anciennes sont déjà visibles, si les crochets n'assurent plus un maintien correct ou si la matière est devenue trop fragile. Remplacer une section n'est pas un aveu d'échec, c'est parfois la solution la plus logique. Une gouttière est un élément fonctionnel exposé en permanence. Si sa base n'est plus saine, toute réparation restera précaire.
Je préfère alors repartir sur un élément propre, bien ajusté, bien penté et correctement fixé, plutôt que de m'acharner sur un support fatigué. J'attire aussi l'attention sur l'entretien après réparation, parce qu'une gouttière remise en état mais jamais entretenue finira par poser les mêmes problèmes. Je recommande un contrôle régulier, surtout après l'automne, après des vents forts ou avant les grosses saisons de pluie. Retirer les feuilles, vérifier les descentes, observer les fixations, repérer les débuts de corrosion ou de déformation permet d'intervenir tôt. Plus on agit tôt, plus la réparation est simple. Une petite reprise d'étanchéité ou un nettoyage préventif évite souvent une dégradation plus importante de la façade ou des débords de toit. Pour ceux qui veulent aussi conserver un aspect propre et soigné, notamment dans un projet global de bricolage, de peinture et de décoration extérieure, la gouttière joue un rôle plus important qu'on ne le croit. Une fuite laisse des traces noires, des coulures, des salissures et parfois des cloques ou décollements sur les peintures de façade. Réparer la gouttière à temps, c'est aussi protéger le rendu esthétique de la maison. Et si une façade a déjà été abîmée par l'humidité, il est essentiel de régler d'abord la cause, donc l'écoulement de l'eau, avant d'envisager une remise en peinture. Peindre sans avoir corrigé la fuite, c'est condamner le travail à se dégrader à nouveau. Je conseille également d'examiner les fixations murales et les crochets de support. Une fuite persistante peut parfois être aggravée par une gouttière qui bouge, qui se tord sous le poids de l'eau ou qui se déforme à chaque pluie. Si les supports sont trop espacés, desserrés, rouillés ou arrachés, l'étanchéité souffre mécaniquement. Une jonction qui était correcte peut commencer à fuir simplement parce que la gouttière travaille anormalement. En remettant les fixations en ordre, on soulage tout l'ensemble et on limite les contraintes sur les raccords. Je prends aussi le temps de regarder si la descente évacue correctement l'eau au pied du bâtiment. Ce n'est pas directement la fuite de la gouttière, mais un mauvais rejet peut créer des remontées d'humidité, des éclaboussures sur le bas de façade ou des accumulations d'eau contre la maison. Quand on répare l'évacuation en hauteur, autant vérifier que tout le système fonctionne bien jusqu'au sol. Une gestion cohérente de l'eau de pluie protège beaucoup mieux le bâtiment qu'une intervention isolée sur un seul point. Un détail qui change tout pendant le diagnostic, c'est l'observation des traces anciennes. Une marque de ruissellement propre et brillante indique parfois une fuite récente ou active. Une trace noire étalée, avec salissures incrustées, suggère un problème installé depuis longtemps. Des dépôts verts ou de la mousse à un point précis indiquent souvent une humidité récurrente. En lisant ces indices, je peux reconstituer le comportement de la gouttière sur la durée et comprendre si j'ai affaire à un défaut ponctuel ou à une faiblesse structurelle. Cette lecture visuelle évite bien des réparations superficielles. Il ne faut pas sous-estimer non plus les effets du gel. Une gouttière qui retient de l'eau à cause d'une mauvaise pente, d'un bouchon partiel ou d'un affaissement est beaucoup plus vulnérable en hiver. L'eau gelée augmente de volume, pousse sur les jonctions, fragilise les fissures existantes et peut élargir un petit défaut jusqu'à provoquer une vraie cassure. C'est pour cela qu'une fuite, même discrète, mérite d'être traitée sérieusement avant la mauvaise saison. Une simple suintement en automne peut devenir une dégradation bien plus importante après quelques épisodes de gel. Quand je termine une réparation, je garde toujours un regard critique sur mon propre travail. Je me demande si j'ai traité seulement la conséquence ou aussi la cause. Si la cause est un mauvais entretien, je le corrige. Si c'est un support déformé, je le remets en ligne. Si c'est un joint fatigué, je le remplace. Si c'est un matériau usé dans son ensemble, je planifie un changement de section. Cette logique permet d'éviter la réparation cosmétique qui rassure sur le moment mais ne résout rien en profondeur. En résumé, réparer une fuite dans une gouttière ne consiste pas seulement à boucher un trou visible. Il faut d'abord comprendre ce qui se passe réellement, différencier la fuite du débordement, nettoyer, inspecter, localiser précisément le défaut, tenir compte du matériau, préparer soigneusement le support, choisir une réparation adaptée, vérifier la pente, contrôler la descente et tester le résultat. C'est cette méthode complète qui permet d'obtenir une réparation solide, durable et propre. Si vous retenez une seule idée, c'est celle-ci.
La réussite dépend moins du produit miracle que de la qualité du diagnostic et de la préparation. Une gouttière bien réparée protège la façade, la toiture et toute la maison contre des dégâts qui, eux, ne pardonnent pas quand on attend trop longtemps. Et quand on prend le temps de faire les choses correctement, on se rend compte que ce type de bricolage est non seulement accessible, mais aussi particulièrement rentable, parce qu'il évite des travaux bien plus lourds par la suite.